Bonjour, bonjour à tous. On est dimanche le 2 février dans nos studios, euh, les studios de Serge et Francis, qui sont présentement au même endroit. Écoutez, regardez, ils sont beaux, ils sont merveilleux. On rejoint nul autre que la terrible France Gagnon, qui sévit sous les médias sociaux et qui peut faire taire plusieurs bouches épouvantables sur Twitter notamment, X, anciennement Twitter, là, on est tanné de le dire. Donc, c'est pour le lendemain, le lundi 3 février, que le tout va être partagé, comme d'habitude. Alors, après moult problèmes techniques, bon, c'est bien normal, je veux dire, on n'est pas Radio-Canada avec 7 ou 8 personnes qui sont techniciennes et qui sont payées à 75 000 $, 80 000 mais pourtant, on s'en tire très bien. On s'en tire très bien. Et elle a accepté notre invitation. Elle est aussi de concert chroniqueuse pour Radio X. Et elle a le micro aiguisé. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Gagnon, de se prêter au concours des trois Afueras. Donc, on va voir Oui, peut-être tu peux, ensemble toi. si Mme Gagnon va nettoyer le réseau de la fonction publique québécoise. On va probablement parler de péquistes, mais bon, on va pas trop craquer au début quand même parce que, je veux dire, on a juste un café dans le corps. Je veux dire, moi et moi-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, France, de Ouais. vous être prêté au jeu. Écoute, tout d'abord, comme on s'était parlé, France, j'aurais ça, que tu nous partages un peu ton expérience de la fonction publique. Ça fonctionne comment d'abord, rentrer dans la fonction publique québécoise? Ben, la première chose, c'est que tu dois passer un concours. Les concours sont affichés sur les sites du Conseil du Trésor. À l'époque, à mon époque, c'était beaucoup dans les journaux de Québec. Ils sont peut-être encore, là, mais en tout cas, je ne les ai pas vus. Donc, si tu veux rentrer au gouvernement, tu vas sur le site du Conseil du Trésor, du secrétariat Conseil du Trésor, et habituellement, tu vois les postes qui sont disponibles où tu peux appliquer en fonction de ton expérience ou de ta formation. Évidemment, il y a des postes de fonctionnaires. C'est les postes qu'on appelle fonctionnaires, ce sont les techniciens, secrétaires, agents de bureau. Et tu as les postes de professionnels qui là, sont dans toutes les catégories, là, des économistes, ingénieurs, agronomes, tout ce qui donne, au fond, un bac universitaire. Ça va dans les professionnels. Évidemment, tu as les ouvriers chez les fonctionnaires, qui sont de moins en moins nombreux d'ailleurs. Tu les trouves surtout au ministère des Transports. Alors, tu passes ton concours. Normalement, tu tombes sur une liste et on t'appelle. Maintenant, c'est une liste, c'est des postes permanents. Pour les postes occasionnels, honnêtement, je ne sais plus trop comment ça marche. Je sais que dans mon temps, à mon époque, ça remonte loin, j'avais passé un concours, moi, parce que je suis rentrée au gouvernement comme secrétaire. Après avoir droppé l'université, j'avais quand même fait mon cégep et tout ça. Donc, je suis rentrée assez vite comme secrétaire. On m'avait offert un poste occasionnel et puis j'avais dit non. Mon ex-conjoint m'avait dit non, non, prends pas ça. Là. Et puis, 2 jours après, je recevais un appel pour un poste de permanent. Donc, supposons que tu entres professionnel, là, ben là, on t'assoit dans un ministère qui t'appelle. Habituellement, les postes sont en lien avec des ministères. Si tu es ingénieur, des bonnes chances que tu sois au transport. Si tu es agronome, des bonnes chances que tu sois à l'agriculture. Donc, tu rentres dans ton ministère. Et là, on trouve une place, on t'assoit, puis là, il y a un petit boss qui va venir te dire, un cadre de niveau 4 qui va venir te dire, voici quel est ton travail, quelles sont tes attributions. Alors, à partir de ce moment-là, là, il y a une permanence. Je pense que ça prend 1 an maintenant pour la permanence. Tu peux faire, en termes de carrière, un peu, dépendamment de ta formation, tu peux bouger là, dans la fonction publique. Ça bouge beaucoup en parallèle, ce qu'on appelle l'affectation, et la mutation, pardon, affectation, et tu peux bouger en promotion aussi. Moi, j'ai beaucoup bougé en promotion, là. J'ai commencé comme secrétaire, technicienne, professionnelle, conseillère en communication, pour ensuite finir au cabinet du sous-ministre comme adjointe au sous-ministre associé qui était là à l'époque. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de différences entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial? Parce que moi, j'ai été fonctionnaire au gouvernement fédéral pendant 2 ans et demi.
Donc, j'avais Oui. passé un concours pour aller à Santé Canada. Puis moi-même, en 2 ans et demi, là, j'ai jamais été permanent. J'ai toujours été occasionnel, renouvelé à chaque année. J'ai fait une affectation. J'ai passé de Santé Canada, qui était la sécurité des produits, genre à Santé Canada, qui était les pesticides. Fait que je sais pas un peu si c'est le même, le même processus. Tu sais s'il y a des différences entre les deux? Moi, c'est dont je te parle quand c'est d'entrer au gouvernement comme permanent. Alors, tu appliques sur des postes permanents. Normalement, c'est indiqué quand tu appliques. C'est un poste occasionnel, renouvelable aux 6 mois, ils vont le dire. Mais moi, ce n'est pas un choix que je ferais si je voulais rentrer au gouvernement du Québec un jour. Là. Mettons, y retourner. Ce serait un poste. On parle des postes permanents. L'occasionnel, là, ça devient lourd. Ils coupent aussitôt qu'il y a une coupure. Ce sont les premiers qui sont coupés. Alors que quand tu es permanent, ben, tu as ta permanence. Ça te dit, tu es là. OK. Parce que ça, moi, j'avais appliqué, quand j'ai fini mon doctorat, j'avais appliqué justement à des concours sur le Internet. On parle de 2012 à l'époque. Puis je veux dire, j'ai pas eu d'appel avant genre 1 an plus tard. Puis tu sais, j'avais eu un contrat dans le privé pendant 1 an. Puis quand mon contrat privé finissait, eux m'appelaient pour une suite de concours pour appliquer. Oh. Fait qu'on voit que c'est long. Fait que Donc, Serge a manqué de ça à défendre l'État québécois, l'État canadien dans son ensemble. Serge probablement serait devenu un professeur social-démocrate bien docile du régime. Je fais des blagues, mais je pense C'est pas. ça. Ben, moi, De j'étais toute en manière, j'aurais vu. communication. Là, j'ai fait ma carrière. Ouais, j'ai fait ma carrière en communication. C'est ça qui m'a amené aussi d'être proche des ministres. Parce que les ministres, là, les filles de communication, ils aiment ça. Les gars aussi, là, mais mettons qu'à mon époque, c'était beaucoup, beaucoup des filles. Là. Moi, j'étais avec la première. Moi, je suis rentrée comme avec la première cohorte de finissantes en communication de l'Université Laval. Il n'y en avait pas au gouvernement de filles en communication quand j'étais arrivée. Là. C'était n'importe qui faisait n'importe quoi. Là. Alors, ça a été ça. Donc, puis après ça, ben, tu peux te promener dans la fonction publique. Moi, je suis allée au ministère de la Santé 2 ans et demi. Je suis revenue au ministère de l'Agriculture parce que c'était un ministère beaucoup plus branché, grande D. Et c'est ça. Ensuite, j'ai terminé ma carrière au secrétariat au bureau du premier ministre, secrétariat communication gouvernementale. C'est ça. Et maintenant, je suis chroniqueuse sur X. Ça mène à tout. Maintenant, je pense que moi, de la façon dont je vous ai rencontré, ça a été éphémère parce que vous m'avez bloqué. Je vous ai envoyé un message sur Facebook en disant j'aimais vos propos et tout ça, comment ça se fait que j'ai été frappé de propre, puis bon, pour une raison, pour une autre. Vous m'avez débloqué. Oui, des fois, je bloque vite, mais je revois mes blocages, contrairement à d'autres qui te bloquent pour le restant de tes jours. Là. Moi, je vais revoir mes blocages et aussitôt que quelqu'un me fait part par un autre, tu n'es pas le premier, j'en ai eu d'autres aussi qui me l'ont demandé, je débloque. Écoutez, moi, je suis frappé de l'opprobre. Des fois, il y a des journées. Ah oui, je suis frappé de l'opprobre de l'extrême gauche à l'extrême droite, bleu comme rouge, donc je suis l'engeance suprême, semble-t-il, mais vous m'avez offert quand même toute miséricorde, donc merci, parce que j'ai quand même accès au coup de gueule, hein, comme les Français disent, les coups de gueule de Mme Gagnon. C'est absolument savoureux, mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, bon, Elon Musk et tout ça qui a pris le contrôle de X, je pense pas qu'on a changé de discours, mais bon, j'en avoue on avoue qu'il y a quand même une forme de dynamisme sur ce réseau-là. Les gens qui quittent pour... est-ce que vous avez pensé aller sur Blue Sky pour vous réfugier de... Je suis allée, je me suis ouvert un bien? compte. Je suis allée, je me suis ouvert un compte et je l'ai fermé. Au bout de 3-4 jours, là, je me dis, il ne se passe rien là, qu'est-ce qu'il y a? Puis en plus, je voyais la même gang de gauche arriver, là, déjà que certains, justement, étaient dans ma liste de bloqués. Là. Alors, j'ai dit, Devoir non, se faire une deuxième liste de mon blocage, la liste X, la liste Blue Sky. Ouais, j'ai dit, non, je ne commencerai pas ça, là. Et puis non, c'est X. Moi, je trouve, mon fil, personnellement, là, je trouve que j'ai du monde bien intéressant qui me suivent. Il y en a qui sont très à droite, il y en a d'autres qui sont centre-droit, puis il y en a qui sont un peu plus à gauche aussi. Je les connais, qui me suivent depuis le tout début. Là. Je suis quand même là depuis 2011, là, mais avant que je commence à vraiment à me lâcher pour vrai, là,
C'est plutôt après que j'ai fait de la politique, donc vers 2014-15, dans ces eaux-là, après que j'ai été candidate. Ah, ça avait été candidate contre C'est là Éric que Kerr, j'ai je crois. commencé. Oui, j'ai été candidate contre Éric dans la pelleterie en 2014 avec l'équipe de Philippe Couillard. Incroyable d'avoir choisi M. Kerr contre vous. Oui, je ne l'ai pas battu, évidemment. Évidemment. Mais Éric n'était pas battable dans ce comté à l'époque, là, mais je l'ai quand même chauffé parmi ceux-là. J'ai fait 32-33% du vote. Là. Mais j'avais compris qu'il n'était pas battable là, quand je suis arrivée dans le coin de sauf votre respect, la base. Ils ont dit la même chose par rapport à la SAQ qui n'était pas battable, mais finalement, il s'est battu lui-même contre son réseau. Mais bon, déception. Non, maintenant, il est battable, Éric. Là. Maintenant, puis je me demande même s'il va revenir, là, parce que ça fait très longtemps qu'il est là, Éric. Ça fait un bout, là. Il était là avec la DQ, il était là. De l'autre côté, il y a des problèmes financiers. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y avait eu des problèmes financiers à une certaine époque. Fait que veut pas, peut-être que pour lui, il y a encore un intérêt à être en politique à 100 000 par année. Je pense pas qu'au privé, il y aurait ce salaire-là. Est-ce qu'il serait choisi? C'est une histoire. Ouais. Est-ce qu'il serait choisi au privé? Je suis même pas sûr que le Best Buy l'aurait engagé. Ouais, je sais. Ah, ça, c'était sûr. Je sais pas. Maintenant, les péquistes. Non, c'est pas. Je veux dire. Garde ça pour la fin, Sam. Ouais, c'est ça. Non, mais. Il faudrait que je te parle des... J'ai dit à Mme Gagnon sur plusieurs fois, je dis, vous pouvez vous lâcher lousse, on est derrière les murs étanches du Patreon de Yann et Frank, donc ça peut que, sans qu'on dise des énormités ou des vulgarités, qu'on puisse être assez incisif ou intense, comme diraient mes co-religionnaires saguenayens. C'est ça qu'on dit d'être intense, mais je pense qu'on peut se lâcher lousse dans tout le contexte. Donc, voilà. Mais moi, tantôt, tu disais que je faisais des coups de gueule sur X. Oui, ça m'arrive. Moi, je considère un coup de gueule là, ce que j'ai fait avec les mordus à propos de la gestion de l'offre la semaine passée, pour tenir dans les mots d'église. Mais faire, c'est d'amener des faits. De temps en temps, j'y vais avec mon humeur, là, bon, mais j'essaie d'amener des faits. Puis moi, le PQ, je l'ai connu depuis 1976. De la Beauce, quand arrivé de Saint-Georges à Québec, puis que je suis rentrée en 1975, je ne savais pas, moi, qu'il fallait haïr les Anglais. Je n'avais pas appris ça. Ça a l'air que les Anglais, c'était des méchants. Imagine, tu venais de la Beauce, je n'avais jamais entendu parler de ça. Fait que là, j'étais un peu mêlée. Puis là, ça a l'air qu'il fallait fêter ça, gros party dans le bureau. Toutes des filles qui sortaient de l'université, ils fêtaient ça, l'évêque. Moi, j'avais de la misère à suivre un peu, je vous avoue. Là. Je sortais de ma petite Beauce, puis mon père m'avait dit jamais voter pour René Lévesque. Fait que là, ça a été choc, là, comme on dirait. Puis même dans Beauce, plus jeune, j'avais travaillé pour Fabien Roy à une élection. Alors, ça vous donne une idée que j'étais loin de ça. Alors, le premier gouvernement de René Lévesque, ça a été un assez bon gouvernement, je le dis souvent sur X, mais il reste que moi, ce que je leur ai souvent et toujours reproché, c'est d'avoir utilisé la fonction publique à des fins partisanes, à des fins politiques. Vous allez me dire que tous les partis politiques font ça. Non, parce que eux autres ont une idéologie à passer. Alors, tu sais, quand tu fais un communiqué de presse, puis que tu leur envoies au cabinet, puis qu'il te revient, puis partout, c'est au lieu de la province de Québec, à l'époque, c'est marqué Nation du Québec, puis là, tu es corrigé, puis tu dois tout faire ça en fonction de leur idéologie. Tu sais, il n'y a jamais un ministre libéral ou un sous-ministre libéral qui m'a corrigé dans mes textes, là, parce que j'avais parlé de la province de Québec là, à l'époque. Aujourd'hui, on parle plus de la nation, c'est plus reconnu, mais dans le temps. Et tu sais, je me souviens, le mot des rencontres où ma patronne m'avait dit, ben là, Mme Marois va avoir besoin de nous autres, là, parce que les élections s'en viennent, puis tout. Ben là, j'avais dit non, moi, non, elle n'a pas besoin de moi. Moi, je suis une fonctionnaire au service de l'État, pas au service du gouvernement quand il s'en va en élection, là. Moi, quand tu es en élection, ça ne me concerne plus. Mais ça passait difficilement. J'ai eu des problèmes avec ça un peu, si on veut. Là. Ça, c'est dans ton expérience dans la fonction publique, c'est sûr que tu as déjà vu, entre autres, des aberrations politiques, comme tu vois là, une instrumentalisation du gouvernement, du ministère par le politique. Personnel, c'est ça.
Exact. Mais tu sais, y a-tu d'autres aberrations que tu as pu voir, que ce soit dans la fonction publique elle-même? As-tu des exemples à nous donner à ce niveau-là? Veux-tu répéter d'intrusion politique? Des aberrations que tu as vues dans les ministères au fil du temps, dans la fonction publique comme telle? Ben d'abord, pour commencer, quand ils arrivent, les partis politiques, évidemment, ils nomment leur personnel dans la haute fonction publique. Hein. Fait que ça, déjà là, ça teinte, là. Mais comme je disais, quand c'était le PQ, ben, ça teintait de. J'ai eu un patron, un sous-ministre, qui a écrit le budget de Parizeau, là. Il était dans les principaux rédacteurs du budget de Parizeau. Ça, c'était notre patron, là. Ça fait qu'inutile de dire qu'il y avait de l'influence. Il y a eu des choses, écoute, je me souviens, on a eu un ministre à un moment donné nous autres, quand on émettait des chèques, quand le ministère émet des chèques pour des programmes de subvention, normalement, on prend le chèque, moi ou d'autres qui sont au programme, puis tu l'envoies à l'entrepreneur. Mais là, le ministre, lui, il avait décidé que c'était lui qui devait remettre les chèques personnellement, comprends-tu, pour te faire du capital politique. Fait que ça avait gueulé beaucoup, là, je me rappelle, je n'étais pas seule, là, le monde n'en revenait pas, puis tout, mais finalement, le sous-ministre a plié. Alors, on lui a remis les chèques. Lui, il gardait les chèques sur son bureau de comté pour les remettre à ses députés d'où relevait l'entrepreneur, tu comprends? Mm-hmm. Alors là, les chèques ont bloqué, les chèques ont arrêté, puis là, tu recevais des téléphones au ministère d'entrepreneur. Coudon, là, ma subvention, vous avez dit que vous me l'envoyez, puis j'ai rien reçu, là. Fait que là, ça a arrêté. Là. Là, on a fait des pressions, puis là, le sous-ministre s'est bien rendu compte que non, là, les chèques, ils allaient continuer à partir du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui émet les chèques. C'est pas le parti politique, là. Tu sais, il faut se dire, moi, c'est ça, là. C'est pas le parti politique. Moi, quand j'ai fait la campagne d'Éric contre Éric Kerr, là, les gens me demandaient, parce qu'ils ont des budgets discrétionnaires, hein, les ministres, les députés, les ministres ont des plus gros budgets discrétionnaires, c'est des budgets qui peuvent donner à qui ils veulent. C'est pas normé, c'est pas... fait qu'ils me demandaient, mettons, l'association de la FADOC, là, allez-vous nous donner l'argent aussi comme Éric nous donne? Je sais pas, moi, peut-être 1000 $ par année. C'est pas des gros montants. Ça dépend des... Lui, Éric était député dans ce temps-là, mais tu vois, moi, quand j'étais au ministère de la Santé, la ministre, Mme Lavoie-Roux, avait plus d'1 million de budget discrétionnaire. Alors, c'est des budgets qui servent à dépanner d'autres ministres. Alors, il y a un ministre qui n'a pas beaucoup d'argent dans son discrétionnaire, il l'a passé, il appelle son collègue, hey, pourrais-tu, telle association de mon comté, la subventionner? Ça s'échange comme ça. On ne connaît pas les montants de ces budgets discrétionnaires-là. Mais les gros ministères, on le sait, comme la santé, les transports, l'éducation, doivent avoir des assez gros montants de discrétionnaires. C'est une manière d'acheter des votes, là. Ça peut être oui. Ben, un peu, si tu veux, mais d'être bon avec les gens de son comté. L'association de l'âge d'or, de la FADOC, les femmes, l'association, toutes sortes d'associations. Là. Il y en avait, moi, un groupe qui faisait de l'art, là, des galeries d'art, puis Éric donnait de l'argent. Donc, eux autres, ils avaient bien peur parce qu'ils ne comprenaient pas. Là, ils pensaient que ça venait de la poche d'Éric, alors qu'ils ne comprenaient pas que moi, j'allais l'avoir, le budget discrétionnaire, si j'étais élu. C'est étonnant, je me rappelle dans Port-Neuf, quand j'étais conseiller municipal à l'époque, il y avait eu des enjeux justement avec le discrétionnaire du député qui était il est encore là en ce moment, c'est Vincent Caron de la CAQ. Il avait à même son discrétionnaire financé. Il avait fait un don à la fondation de l'école secondaire Saint-Marc pour l'agrandissement du gymnase. Ça avait été reçu de deux façons. D'un côté, très positif, parce que c'était une implication de son côté qui était bien accueillie. Mais de l'autre côté, c'était vu un peu comme une deuxième dépense gouvernementale dans quelque chose qui devrait déjà financer, c'est-à-dire l'école publique. Oui. Oui, ça dépend comment on veut le voir. Là, Moi, je me souviens au ministère de la Santé, la ministre, avec son gros portefeuille, avait financé une campagne d'information sur les maladies, les MTS dans le temps, comme on disait, là, les maladies transmises sexuellement, parce que le ministère n'avait pas de budget. Puis elle en voulait une campagne. Là, fait que, elle l'avait pris dans son discrétionnaire. Fait que ça, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est pas normé, c'est pas... Bon, c'est sûr que ceux-là qui reçoivent l'argent, moi, si j'étais dans une association puis j'avais besoin d'argent, je cognerais aux deux portes, au fédéral puis dans Port-Neuf, j'irais voir mon ami Godin, là, avec qui j'ai travaillé.
Et puis, j'irai au provincial, j'irai aux deux. Non, c'est ça, parce que les gens te voient aller sur X, mais connaissent pas nécessairement ton historique. T'avais connu Joël quand t'étais au bureau de comté de Sam, de Samamad? Je n'étais pas au bureau de comté de Sam, j'étais au cabinet de Sam. Au cabinet, il était ministre du Travail, j'étais au cabinet de Sam, puis Joël était mon voisin de bureau, puis durant la campagne électorale, je l'avais connu aussi, là. Sam venait me voir de temps en temps dans mon local sur la rue Chauveau, ouais. Écoute, sens-toi à l'aise de répondre ou non à cette question. Oui. Il arrive quoi avec Sam? Il va-tu se présenter ou non à Mairie? Je vais te dire la même réponse que j'ai donnée à Moret, à Dominique Moret. Oui, il va se présenter, mais il attend encore un peu. Puis moi, je trouve que, tu sais, regarde le bruit politique qu'il y a présentement, là. Imagine-toi qu'il se monte là, présentement. De toute façon, voyons, notre maire, là, Marchand, s'était présenté en mars, lui, l'année de l'élection. Alors moi, je dirais que Sam va probablement y aller en mars-avril, mais en mars-avril, on va être probablement en élection fédérale. Alors, mais là, je veux dire, c'est correct, il va se présenter, puis en tout cas, on souhaite qu'il gagne, ou en tout cas que Bruno s'en aille, là. Là, avec Bruno qui va être là, l'autre, Claude Villeneuve qui va être là, Respect citoyen qui va être là, il n'y a pas un risque qu'il y ait une grosse division du vote, que Bruno se faufile avec le vote du centre-ville? Qu'est-ce que tu penses que j'ai dit à Sam la semaine passée? C'est exactement ça que j'ai dit. Est-ce que tu vas être dans une division du vote? Non. Non. Pourquoi? Parce que Claude Villeneuve et Bruno Marchand et Jackie Smith aussi qui est là. Ouais, ils vont être 4 là. Ils vont piger exactement dans la même gang, eux autres. C'est la même gang. La même gang, centre-gauche, PQQS. Tu sais, le directeur de cabinet de Marchand, c'est l'ancien candidat péquiste. Puis, ils sont tous dans la même gang. Fait que ça, c'est le même monde. C'est Saint-Roch, Saint-Sauveur, tout ce coin-là. Claude Villeneuve, c'est la gang de QS. Où tu as deux députés QS, ça, les Étienne Grandmont. C'est toute la même gang qui vont se diviser en 3. Il y en a même qui vont aller à Jackie Smith. Ensuite, tu as Respect citoyen. Je ne sais pas s'ils vont aller loin. Ils n'ont pas de chef pour le moment. J'ai vu qu'ils voulaient ouvrir une course à la chefferie. Tant qu'à Sam, lui, il va arriver avec un discours économique, un discours groundé. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Il va se présenter comme indépendant, ce que j'ai pu comprendre. Il va se présenter avec une équipe. Il se présente avec une équipe. Okay. Oui, il va avoir une équipe, Sam. C'est bon. Oui. Parce que les dernières rumeurs, c'est justement qu'il a regardé soit pour se présenter comme indépendant ou se bâtir une équipe. Il y avait eu des discussions pour justement ramasser Respect citoyen puis le parti à Claude Villeneuve. Il y avait eu des discussions là-dessus, mais ça semble avoir achoppé. Là. Ça semble. C'est sûr que Sam, c'est un gars qui a une grosse expérience politique. Là. Puis de gagner des élections, là, comme il me dit, gagner des élections, il sait comment que ça se gagne. Ici, Louis Hébert, il était rendu fort, il y avait moins de problèmes. Mais quand il a pris le comté au départ, là, c'était pas facile. Puis il s'est monté des équipes, puis il a gagné, puis il est présent sur le terrain, puis en plus, tu sais, il a été représentant de la région de Québec là, au sein du Parti libéral pendant longtemps. Donc, Québec, il aime vraiment Québec. Pour la région de Québec, à un moment donné? Il était le ministre responsable, l'équivalent de ce qu'est Jonathan Julien présentement, là, qui ne fait pas grand-chose, il faut le dire. Oui, c'est triste. C'est un chien de faïence. C'est un chien de faïence, M. Julien. C'est un chien de faïence, Julien. C'est Tsilou. Sacré Tsilou. Ouais. Moi, j'ai une question tranchante. Dans le contexte où il y a, je ne sais pas qu'on a une conversation qui n'est pas tranchante, mais pas du tout, c'est pas ça. Mais dans le rythme ou dans le style des trois Afuera, je pense qu'on a plusieurs questions de ce genre-là. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il serait de mise ou serait intéressant de couper au niveau de la députation? Est-ce qu'il y a présentement trop de députés et trop de circonscriptions qui sont représentées? Faudrait-il diminuer? Oui. Puis en plus, on n'est même pas basé sur le fédéral. Tu sais, je regarde Diane Leboutillier, là, elle faisait Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Puis nous autres, ça nous prend absolument un député aux Îles-de-la-Madeleine.
Et on ne sera pas capable, au Québec, je parle, ça nous prend absolument un député aux îles. La population de combien, là? 14 000, je ne sais pas trop, là. Aux îles, là, l'hiver, là. C'est complètement ridicule alors que tu as décompté. Mais ça, si on coupe, ça veut dire qu'il faut y aller, moi, selon moi, en vertu de la population. Autrement dit, présentement, un vote d'une personne aux îles vaut pas mal plus qu'un vote de quelqu'un, d'un citoyen de Montréal dans un comté très populeux. Il y a un député, lui, il y a des gros comtés à Montréal, là, 70 000 quasiment personnes, puis tu arrives avec un comté de 14 000. Là. L'autre chose, je prends ma Beauce, là, comme je dis souvent, ma Beauce. Pourquoi qu'on a divisé la Beauce en deux alors qu'au fédéral, il y a un député pour la Beauce? Alors qu'au provincial, tu as Beauce-Sud, Beauce-Nord. Ça, dans les deux cas, ça avantage le PQ, hein, parce que Beauce-Nord, ça ne l'est plus, là, mais ça a été assez souvent péquiste, tout comme les îles, d'ailleurs. Bien, justement, la circonscription n'a pas été... coupée. C'est ça, elle n'a pas été coupée, justement, en deux pendant le PQ, ou c'est moi qui hallucine ça? Parce que Beauce-Sud, Beauce-Nord, il n'y avait pas ça dans les années... je pense que c'est arrivé dans les années 60, ce contexte-là. Ça, je ne pourrais pas te le dire, ça remonte tout. Mais ce que je sais, c'est que dans le cas des avantages PQ, c'est sûr, mais chaque fois qu'on veut l'oral, on a essayé d'y toucher là, il n'y a pas longtemps. Et il y a une levée de bouclier parti. Il faut qu'il y ait, je me demande s'il ne faut pas qu'il y ait les 2/3 d'approbation. Là, le gouvernement en place ne peut pas là, toucher ça en disant moi je suis majoritaire. Il faut qu'il y ait des discussions avec le DGEQ. Là. Et évidemment, il y a toujours des perdants et des gagnants là-dedans. Mais moi, je trouve que les perdants, là, c'est ceux-là qui. Dans les villes. Mais ça, si on coupe, dites-vous que ça va être dans les régions. Là. Si on y va avec la population. Mais maintenant, ils ont ajouté le critère de l'éloignement. Oui. Ah oui. Ben, les perdants, c'est ceux qui se retrouvent avec le député Joël Glacière. Oui. Non, mais j'allais dire Joël Glacière de Pétonque-Arsenault. Parce qu'il y avait eu cet épisode-là où il traînait littéralement son lunch de fruits de mer. Tu sais, si au moins un collègue qui apporte des fruits de mer pour un dîner d'employés, c'est le pire. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là. Il y avait eu des demandes. Ça fait un bout de temps qu'il est là. Il y avait eu des demandes de la part de Monsef, entre autres Monsef d'Éragie, pendant qu'il discutait de refaire la carte électorale. Il dit écoutez, je comprends que la réalité est différente dans certains endroits du Québec. Mais dans mon comté spécifiquement, on prend en compte seulement ceux qui sont citoyens canadiens. Il dit, je comprends. Mais en réalité, en tant que citoyen canadien, j'en ai X nombre. Mais quand on prend en compte les étudiants, quand on prend en compte les résidents temporaires, il y a 90 000 personnes à représenter plutôt que le 40 quelques mille qui est écrit sur le papier. Il dit, la charge de travail n'est pas la même. J'ai pas de problème parce que je représente le même comté au final. Mais il faut être conscient que le budget d'opération d'un bureau de comté à 90 000 personnes, je réponds pas juste aux citoyens, je réponds à tout le monde qui vit dans mon comté. Mm-hmm. Fait que mon budget d'opération, quelque part, faut qu'il y ait un jeu à ce niveau-là. Ouais. Puis de l'autre moi, côté, je dis qu'ils ne voudront jamais diminuer. Ouais. Je prends Joël Godin. Moi, je dis qu'ils ne voudront jamais diminuer le. Ouais. Il y a un petit Joël, décalage. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils voudront probablement jamais diminuer le nombre de députés, mais ils voudraient en déplacer. Tu comprends? Comme Arsenault, ben, pour englober la Gaspésie aussi, comme Diane Leboutillier le fait. Je ne vois pas pourquoi qu'elle, d'Ottawa, elle peut le faire, puis que lui, à Québec, il ne peut pas le faire. Là, mais pour les gros comtés montréalais. Pardon? Tu as un siège péquiste au lieu de 2. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Mais ça, c'est pas juste le PQ qui mène. Là, il aurait pu toucher à ça, le go, quand il est arrivé. Là, ça dépend de nos priorités. Là. Ils promettent toute une réforme avant qu'ils soient élus, puis une fois qu'ils sont élus, genre, ils oublient ça. J'imagine, si je me rappelle, tu étais aussi contre le vote proportionnel, ou pas le vote proportionnel, mais la représentation par pourcentage. Oui. Parce que on en voit du vote proportionnel dans d'autres pays, là, puis il n'y a pas de modèle parfait. Le nôtre l'est pas, on l'a vu avec Éric, ce qui se passe. Mais moi, on ne m'a pas démontré. Puis ce que je constate aussi, c'est que les plus grands défenseurs de la proportionnelle, ce sont les péquistes. Alors ça dit ce que ça a à dire. Hein? Puis là, la dernière proposition que j'avais vue de
de Charbonneau, l'ancien président de l'Assemblée nationale avec les péquistes. Écoute, il y avait, tu élirais un député, après ça, tu aurais un député régional. Après ça, écoute, là, c'était compliqué. Et puis, comme je te dis, des proportionnels, il y en a ailleurs, en Israël, en Italie, ils ont des gouvernements minoritaires tout le temps, puis tout le temps en train de, même en Allemagne présentement, tout le temps en train de s'associer, faire des deals. On le voit à Ottawa, là, ce que ça a donné. Là. Puis avec la proportionnelle, on risque d'avoir des gouvernements plus faibles. À propos de l'Allemagne, si on parle de proportionnel, écoutez, il y a un autre argument qui dit, d'une part, c'est les péquistes qui tiennent le château fort de cette idée-là, mais en Allemagne, on a vu les percées assez extraordinaires des écologistes qui ont fait en sorte qu'ils ont intégré les bancs du gouvernement au Bundestag. Donc, c'est eux qui ont fait appliquer des politiques qui ont fait en sorte qu'on a aboli les centrales nucléaires et de surfait, les Allemands sont rendus dépendants du jeu des centrales thermiques. Les écologistes. Imaginez des écologistes et des péquistes qui intègrent le Salon bleu. Ce sera plus bien bleu, le salon. Là. Plus QS. Additionne ça avec QS, là. Tu vas voir qu'on n'est pas trop... Alors, moi, ça fait partie de ça. Il y a une question qui m'a été posée hier sur X là, de quelqu'un qui constatait que je ne sais pas si vous l'avez vu, que la CAQ, en 2018, quand elle est arrivée, elle avait un programme de centre droit. Et que, évidemment, le programme a arrêté. Puis là, j'ai dit oui, justement, ils ont laissé ça de côté, là, plein d'affaires qu'ils avaient promis. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand un ministre arrive dans un ministère? Est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Oui. Absolument. Alors, pour commencer, le premier ministre fait son choix de ministre. Donc là, on y va pas par EDI, inclusion, mais pas loin. Donc, on doit avoir autant de femmes que d'hommes, puis respecter les régions, puis tout. Donc là, ça devient un casse-tête et on comprend que ce n'est plus nécessairement la compétence qui compte. Donc, on l'a vu dans le premier cabinet de Legault avec, comment est-ce qu'elle s'appelait, la ministre de l'Environnement, là, qui s'était mise à pleurer là, quand elle avait été interviewée. Non, Joël, elle est partie, là, mais en tout cas, bref. Non. Donc là, ils nomment toutes sortes de monde. Puis ça, c'est du monde comme vous puis moi. Allez pas croire que parce qu'ils ont été élus députés, vous le savez, vous avez vu des députés qui sont plus connaissants que toutes nous autres. Là. Il y en a certains qui ont une connaissance. Donc là, du ministère dans lequel ils vont aller, du connaissance, mettons, de la base. Mais prends comme l'agriculture. Je vais te donner un exemple. Évidemment, on n'a jamais eu d'agriculteur, ministre de l'Agriculture. Mais on a eu un gars comme Arsenault, comment est-ce qu'il s'appelait? Arsenault des Îles-de-la-Madeleine, qui, lui, quand il est arrivé au MAPAC, la première chose qu'il a dit aux hauts fonctionnaires qu'il rencontrait, moi, je connais ça, l'agriculture, mes grands-parents avaient 2 vaches. Tu comprends? Ça part bien. Ça, là, lui, dans sa tête, l'agriculture, c'est des vaches. Alors que le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère à vocation économique, en plus c'est une compétence partagée fédérale-provinciale, ce qui n'est pas rien, et que ce n'est pas des vaches. Là. Des vaches, on n'entend pas parler au ministère. Là, moi qui ai une maladie, là, sinon, là, non. Puis quand on rentre travailler au ministère, on n'a pas de bottes à vache, puis on n'est pas habillé avec une chemise carottée, là, tu comprends? Fait que lui, dans sa tête, en partant, c'est ça. Donc, ça va mal, là. Et là, bon, lui, il arrive, puis là, en principe, le premier ministre leur a donné à chacun des ministres un mandat. Moi, quand je suis arrivée avec Sam, le mandat que Sam avait eu de Couillard, c'était de s'organiser pour pas qu'il y ait de grève dans la construction. Il y en avait eu 2 ans avant avec Pauline Marois. Fait que ça, c'était dans ses devoirs. Mais là, il semble qu'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Bref, on va venir à l'agriculture. Là, le ministre arrive. Et là, il y a devant lui à peu près le sous-ministre en titre plus, mettons, 4-5 sous-ministres adjoints. Là, c'est une grande, grande table. C'est la table du cabinet qu'on appelle. Et là, il y a à peu près, je dirais, 1 pied de cahier de brefage. Disons de briefing. On appelait ça du briefing dans mon temps maintenant. Cahier de brefage. Ça veut dire que tous les fonctionnaires, tous les professionnels de la machine, les directeurs, aussitôt les élections déclenchées, ont préparé sur chaque dossier les éléments des dossiers. Donc, ça fait du stock à lire, là, haut de même. Ils ne le lisent pas. Alors, les sous-ministres font des résumés. La majorité des ministres ne lisent pas ça, font des résumés. Et là, le ministre, là, souvent, s'il est un peu moindrement allumé, il va se rendre compte que là, non, là, sa patente, là, il est tombé, il ne sait pas trop où, là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que les hauts fonctionnaires ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir parce qu'ils ont face à eux autres quelqu'un qui ne connaît pas ça. Il ne connaît pas la machine, puis en plus, souvent, il ne connaît pas le domaine dans lequel on l'a envoyé.
On l'envoyait à l'agriculture souvent pour boucher un trou. On était un ministère comme ça souvent. D'ailleurs, Jean Garon, je le disais encore dans la biographie de René Lévesque, qui avait dit à sa femme en arrivant chez eux, Calice, il m'envoie à l'agriculture. Pour lui. Par contre, ça ne l'a pas. Sa femme, il avait dit ça en arrivant chez eux. Il était tellement enragé. Mais Garon, ça a été une autre histoire. Il a compris vite. Là. C'était quand même. À un moment donné, à l'éducation, à un moment donné? Oui, il était à l'éducation. Ça, c'est un autre patente. Ça a été épouvantable. Nos jeunes parlaient comme des charretiers, puis ils parlaient comme des agriculteurs par après. Oui, mais quand il est arrivé là, c'est parce que Garon, il avait une manière bien à lui de travailler. D'abord, il se levait tard. Donc, c'était souvent son chauffeur qui allait le réveiller dans son lit. Parce qu'il s'était couché tard la veille. Parce qu'il allait sur la rue Cartier. Sa place, c'était le... Voyons, maudit, j'ai une mémoire, là. Il y avait un café là, sur la rue Cartier à droite. Là. Il se tenait là. Et je me rappelle encore, moi, je revenais d'un voyage d'avion avec lui. Là, on venait justement des îles de la Madeleine. Puis là, on dormait tous dans l'avion. En descendant de l'avion, on avait tout hâte de rentrer chez nous. Il était à peu près minuit. Il descend, puis il dit, qui c'est qui vient avec moi au jeu légitime? Ça me revient. Qui c'est qui vient avec moi au jeu légitime? Il est minuit. On va te dire une affaire. On va te dire, comme disait Yvon Picotte, on était comme des coquerelles. On s'est toutes cachés pour s'en aller. On avait tout hâte d'aller dormir chez nous. Lui, il s'en allait veiller. Donc, il travaillait à des heures assez atypiques. Il pouvait appeler son monde de cabinet en plein 2 heures de la nuit. Lui, il était encore bien en shape. Là. Puis donc, quand il arrivait au bureau, bien souvent, il faisait venir les hauts fonctionnaires qui pouvaient faire attendre 3 heures avant de les voir. Et puis là, il y en a qui ont sacré le camp. Il y en a un, entre autres, qui a dit, moi, il ne me fera pas attendre 3 heures. Il l'a congédié. Ça allait bien. Alors, il travaillait de façon assez atypique. Mais à l'exception de Garon, là, je pourrais y revenir tantôt, les autres ministres qu'on a eus, là, Michel Pagé était assez bon, mais ce sont des gens qui ne connaissaient pas ni le gouvernement, ni le domaine. Alors, quand tu arrives à un ministère à vocation économique, là, c'est là que ça va mal. Puis, un de ceux-là qui voulait absolument, qui avait la fixation qu'on identifie sur nos marchandises du Québec, les OGM, bien, quand il est arrivé à son brefage, justement, on lui a expliqué que si on faisait ça, ça prenait une étiquette pour le Québec, ça prenait, avec nos charmantes barrières tarifaires là, qu'on a, ça prenait tout un changement de vente dans nos affaires, de nouveaux permis et tout ça. Et qui c'est qui allait payer le prix? Bien, ça allait être les consommateurs. Lui, il pensait que... Oui. C'est une belle parenthèse, justement, pour en parler. Grosso modo, j'aimerais ça vous laisser poursuivre, parce que ça, c'est sûr et certain, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Donc, il est clair qu'on aura un Made in Québec, bon, les produits d'ici, et de l'autre côté, le petit drapeau canadien pour lutter face à l'engeance absolue qui est les États-Unis d'Amérique. Donc là, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Est-ce que le domaine de, bon, pourquoi pas, on est dans le conditionnel, va ressembler, est-ce qu'on les domaines de l'alimentation vont ressembler à ce qu'on voit en Europe notamment? Là. Je veux dire, il y a tout ce qu'il y a de vertu alimentaire, tout ce que. À un moment donné, ça va être l'hyper-étiquetage. Il va rester les ingrédients qui vont être petits de même. Ça sera tout ça. J'ai l'impression que ça va être ça. Je ne sais pas si on s'en va vers ça dans l'étiquetage alimentaire. Ça, celui-là qui pourrait vous répondre à ça, c'est mon prof préféré, là, Sylvain Charlebois. Je ne sais pas si je ne sens pas ça, moi ici, en tout cas, là, qu'on a ça. Je ne sens pas. Je ne sens pas cette. Pardon? À partir de 2026, il y a un changement de norme qui va demander à tous les distributeurs alimentaires, les fabricants, de mettre la quantité de sucre et le type de sucre qui est utilisé dans le produit. C'est un gros enjeu, entre autres, pour la quantité de sucre, on l'a déjà dans la majorité des produits. Moi, je check ça, c'est sûr. Oui, mais dans le devant comme les cigarettes. Oui. Ben, c'est ça. Ça se peut. Ça, je n'ai pas suivi ça, le bout de la distribution. Là. Les distributeurs ils vont en avoir encore sur le dos un peu plus. Là. Ils en ont déjà. Là. Mais bon. Donc, pour revenir à mon exemple d'OGM, ce n'était pas faisable. Donc, le ministre, ben, il a été obligé de reculer. Tu sais, quand on dit qu'il y avait une promesse, il a fait une promesse, il est obligé de reculer parce que c'est des promesses souvent qui sont faites
avant les élections, sans connaissance du domaine, sans connaissance de ce qui s'est passé, sans connaissance. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de recul sur les promesses électorales. Moi, à mon avis, il devrait en faire le minimum de promesses électorales. Moi, je dirais, là, regarde, là, 3-4 grosses promesses électorales, là, puis le reste, on va gérer. On va gérer en fonction de ce qu'on va voir, de ce qu'on va comprendre. Parce que c'est pas vrai, peu importe le parti, que tu arrives là, et puis que tu sais tout, puis que toi, tu vas commencer là, à gérer de la façon dont... Non, ça ne marche pas comme ça. Puis là, moi, je vous parle d'un petit ministère. Imaginez-vous quand vous rentrez dans la santé et dans l'éducation, là. Oh! Puis si un ministère vraiment fonctionnalisé, c'est vraiment l'éducation, là. C'est quoi les vrais pouvoirs des ministres? Parce que souvent, en campagne électorale, ils vont dire on va couper tant de postes de ministres. Mais ils ont-tu vraiment cette capacité-là, les ministres, de couper des postes ou de clairer des employés? C'est quoi les vrais pouvoirs qu'ils ont? Non. D'abord, les ministres, ils n'ont pas de pouvoir de congédier du monde. Ça, c'est clair. Puis, donner un exemple. Le ministre relève du premier ministre. On s'entend là-dessus en termes d'autorité. Ton sous-ministre, qui est en dessous du ministre, en principe, il relève du premier ministre aussi. Alors, tu as des situations, moi je l'ai vécu, là, je l'ai vu de mes yeux, tu as des situations où c'est le premier ministre qui demande au sous-ministre comment ça va avec ce ministre-là. Parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe là, dans le bois. Fait que ça, là, c'est un jeu là, dont personne ne parle beaucoup. Là. Ça ne se dit pas normalement, là, mais moi, je l'ai vu et entendu, là, mon ex-conjoint étant sous-ministre, recevoir des appels du bureau du premier ministre, puis dire qu'est-ce qui arrive dans ce dossier-là, quel ministre, là. Tu sais, pour savoir où ça bug. Parce que c'est pas vrai que les cabinets vont tout dire au bureau, au cabinet du premier ministre. Ça aussi, c'est une autre affaire. Mais sur les coupures de postes, non. Le pouvoir qu'ils auraient eu, c'était la promesse de Legault, ils pouvaient couper de 5 000 facilement comme ça, juste avec les mises à l'arrêt de départ. Parce que le départ dans la fonction publique, à une époque, on avait moins, c'est la sécurité d'emploi. Mais aujourd'hui, les jeunes sont moins attachés à la sécurité d'emploi. Ils vont plus regarder les conditions de travail puis le salaire qui est meilleur. Il y en a encore qui restent beaucoup pour les conditions d'emploi, ça c'est clair, là. Mais ils pouvaient faire ça. Ça, ils pouvaient faire ça. Mais d'arriver puis congédier du monde, dire, bon, moi, cette équipe-là, je n'ai plus besoin, allez-vous-en. Non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas parce qu'il y a un bout de phrase dans la convention collective qui dit, puis qui est encore là, un employé de l'État ne peut pas être mis à pied par manque de travail. Alors, si tu n'as plus besoin d'une équipe, tu la relocalises ailleurs. Donc, si on voit la fameuse phrase que Vincent Geloso dit souvent, c'est qu'il ne faut pas regarder les membres de cette équipe-là, il faut regarder l'ensemble des règles. C'est qu'il faudrait changer les règles pour que, par exemple, si on veut fantasmer dans les 3 Afueras, qu'on veut faire un nettoyage, comme c'était le cas avec M. Legault en 2017, il parlait c'était important, le nettoyage. Alors là, quand il rentre à l'intérieur d'un ministère, il y a tout ce que de convention syndicale, il y a tout ce que de permanence, etc., etc. Mais c'est pas aussi facile de faire ce ménage-là. Donc, j'ai l'impression... D'abord, il y a une seule convention... Ouais. D'abord, il y a une seule convention collective là, pour tout le monde. Hein. Tu sais, c'est pas la convention du MAPAC puis la convention. Tout le monde est sous le même chapeau. Dans le fonction publique, je parle. Évidemment, dans le cas des réseaux, ils ont chacun leur convention. Puis on sait comment que ça marche. Mais les règles, quand tu parles des règles, ou quand Geloso parle des règles, moi, je le vois beaucoup par les programmes. Commencez par éliminer des programmes. Pour ça que je parle souvent de... On parle de révision de programme. Sonia Lebel, j'ai souvent écrit là-dessus. Sonia Lebel, elle va dire, je vais réviser les programmes. Oui, dans quel objectif? À mon avis, il y en a 2. Le programme, est-il encore nécessaire? Ça a été quoi ses résultats? Si le programme, les 3, 4, 5 fonctionnaires qui sont attitrés à ce programme-là, des fois, c'est des petits programmes, tu as une seule fonctionnaire, comme moi, je l'ai été dans la promotion des produits du Québec. J'avais ce programme-là, je m'en occupais. Mais des gros programmes au ministère de l'Économie, là, moi, je parle dans l'aérospatial ou tout ça, tu peux avoir 3 ou 4 économistes qui sont là-dedans. Donc, mettons qu'un programme n'est plus nécessaire, ben, tu l'enlèves, puis tes économistes qui sont là ou d'autres formations, ben là, tu le rediriges ailleurs. Puis là, par attrition, tu arrêtes d'embaucher. Ça, par contre, je vais donner un autre exemple. Au ministère de l'Agriculture, mettons, tu as 3 vétérinaires. Oui, mais tu as 2 vétérinaires, mettons, qui vont accoucher ce qu'ils appellent les grosses bêtes. Là. Il y en a un qui part
tu en as 2 là, dans la province. Difficile de ne pas faire un autre embauche, hein? Difficile. Et là, c'est là que ça se joue. Là, ça se joue du coude, là. Là, le sous-ministre va appeler au Trésor et va dire hey, là, moi, je comprends là, dans la coupure, mais moi, je ne peux pas laisser toute une partie du Québec sans couverture vétérinaire pour aller accoucher les vaches. Là. Fait que là, ben ouais, on va te le donner. Ça, c'est dans le ministère où j'étais, mais ça peut être multiplié. C'est pour ça que le gel d'embauche est toujours relatif. Et si tu n'as pas fait de ménage avant, si tu n'as pas eu de gestionnaire qui vont dire à ton économiste que tu as coupé, toi, tu ne seras plus dans l'aérospatiale. Je le sais que tu aimais ça, je le sais que c'est ta spécialité. Tu vas aller dans la pharmaceutique, mettons. Je parle du ministère de l'Économie, là, qui est divisé par gros champs économiques. Ah, j'aime pas ça, ça me tente pas. Ben non, tu vas y aller. Tu vas y aller parce que sinon, ben, on va regarder si on peut te muter ailleurs. Mais là, ce que je dis là c'est très fort, c'est très grave, ce que je viens de dire. Ben oui, mais passer des navettes aux éprouvettes, je veux dire, il y en a beaucoup qui passent dans ce contexte-là. Je veux dire, est-ce que ce genre de personnel-là qui sont barouettés d'un bord et de l'autre doivent acquérir leurs compétences, leurs connaissances très, très rapidement, justement en raison de ce changement-là? Si tu es dans le domaine d'économie, tu es économiste. En principe, tu comprends l'économie. Tu as une formation en économie. Ce n'est pas une formation d'économie agricole, mais au ministère de l'Agriculture, on a engagé et des économistes agricoles et des économistes tout court. D'ailleurs, Jean Garon, c'était un de ses points. Là. Il a sorti les agronomes et les vétérinaires du ministère quasiment complet quand il était arrivé. Il dit, moi, je veux des économistes. Fait que, la personne qui se fait passer, tu dis barouetter, quand ça fait 15 ans que tu es dans le même dossier, là, peut-être que tu pourrais faire d'autres choses. Hein? Puis d'ailleurs, je peux vous conter une anecdote. Mon ex-conjoint, pour revenir à lui, il y avait deux employés, 2 économistes qui étaient dans le même dossier. Un était de poulet, puis l'autre dans les œufs. C'était 2 frères. Alors, à un moment donné, les gars, ils ont été un peu malades, puis tout. Fait que lui, croyant bien faire, il leur a confié d'autres secteurs d'activité. Ben, ils ont resté chez eux pendant 2 semaines, ils étaient en dépression. Fait qu'ils sont revenus au ministère, puis on leur a ordonné les œufs, puis qu'est-ce que j'ai dit? Dans les œufs, puis le poulet. Fait que c'était ça, tu sais. Fait que ça, c'est une autre affaire. Ils étaient chez eux en dépression, ils ne voulaient plus rentrer. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Tu sais? Donc, ces gens-là, il faut, à la façon d'une poulette, il faut les couver, là, essentiellement encore, pour que. On dirait que l'embryon. Mais si tu t'en vas fonctionnaire, c'est parce que tu as besoin d'une certaine couverture, ça de même. Ils ont fait facilement. Tu sais, le job de fonctionnaire, c'est. Oui. Et puis, c'est pas grand. Écoute, moi, quand j'étais au syndicat, là, on n'a pas parlé, mais j'étais au syndicat à plein temps comme conseillère en relations de travail. Les appels que je recevais, là, écoute, c'est mon boss vient de déplacer mon bureau, puis j'ai plus de fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je veux faire un grief. Puis là, tu es obligé de leur expliquer que avoir une fenêtre, c'est pas un droit, là. C'est pas un droit. T'es chanceux de l'avoir pendant 4 ans. Mais là, tu l'as plus. Été transparente avec elle, ben pas comme la fenêtre qu'elle aurait dû avoir. C'est ça, là, quand tu es au syndicat, là, moi, j'ai fait 2 ans là, parce que j'en pouvais plus, là, parce qu'ils te comptent des menteries, ils te racontent n'importe quoi, les employés, là, pour dire que leur boss est comme ci, comme ça, là, tu sais, puis tu te rends compte, là, quand tu rencontres le boss puis qu'il arrive à quel dossier devant toi, là, si tu t'es un peu monté sur tes grands chevaux en disant, ben là, ça ne marche pas, puis là, le boss, il arrive en avant de toi, là, les gars des relations de travail, puis te disent, savais-tu que cet employé-là, elle enregistre son boss sans lui dire, on a des enregistrements, puis tout, puis garde, veux-tu l'écouter? Puis, fait que là, tu t'aperçois que, ouais, ils sont frileux. Magnifique. On réforme quoi? On a tous des ministères qu'on pourrait couper. Oui, ben regarde, il y en a un qui l'a dit, là, mais il l'a dit pour les mauvaises raisons. Parler du ministère du Tourisme. On a, dans le temps du PQ, même, avec Landry, il me semble, le ministère du Tourisme, c'est une grosse direction générale, ça. C'est une direction de communication, finalement, puis il avait été intégré dans un autre ministère. Il n'y avait pas de ministre du Tourisme, là, tu sais. Ça pourrait être une agence, justement, qui est intégrée à un autre ministère, c'est tout. Là.
Oui, avant, c'était une direction générale. Là, il me semble que c'est dans le temps de Bernard Landry. Ensuite, ils ont créé des ministères. Tu as le loisir. Avant, on avait le loisir chasse-pêche. Là, on n'a plus ça. On a le ministère à Jonathan Julien, là, qui, lui, est sur les infrastructures, mais à côté de ça, là, en principe, il s'occupe de quoi? Il s'occupait d'énergie, normalement, avant que Sabia arrive, là. Mais oui, il y a une refonte des ministères. Tu pourrais facilement couper 4-5 ministres, à mon avis. Donc, moi, là, je vais vous dire, j'ai fait ma petite part, là, 2 fois au ministère de l'Agriculture, dans des directions que j'ai été, je les ai faites fermer. Je n'étais pas populaire. Je peux vous dire que plus personne ne voulait m'avoir. Parce que j'étais connu, j'ai fait fermer. Je trouvais que je disais au boss, il n'y a pas de travail à faire là. Non, il n'y a pas de travail, là. Ça ne marche pas, là. On est trop là. Il n'y a pas d'affaire à avoir une secrétaire, puis une directrice, puis tata. 2 fois que ça m'est arrivé. Fait que... Vous étiez la Ron Swanson du MAPAC. Mon préféré. Ron Swanson, c'est un personnage, je ne me souviens jamais du nom de la série, pourtant j'ai écouté juste Parks and Recreation. Parks and Recreation, qui est un libertarien avec une grosse moustache, qui mange du bacon. Oui, voilà, je savais que ça vient. Je cherche l'article que mon brave Francis vous avait envoyé. Je pense que c'est Serge qui dit pour moi. Le ministère du Tourisme de Loïc Tassé. Oui, Loïc Tassé, je montre. J'avais envoyé l'article, mais j'avais pas lu l'article. Moi, j'ai juste cliqué sur le lien et en prenant une photo comme non, guys, il n'est pas de notre barre. Il n'est pas de notre barre. Elle dit on va 99,9% du temps, ce chroniqueur-là écrit des niaiseries. Et là, j'ai lu l'article. Finalement, c'est 100%. Mais oui, c'est pour les mauvaises raisons, mais c'est du cherry picking, malheureusement, alors que le tri pourrait se faire à grandeur. Mais concrètement, bon, oui, peut-être le ministère, donc on devrait peut-être au profit. Il y a coupure de ministres, coupure de ministères, évidemment, et coupure dans les programmes. On a trop de programmes. On n'est même pas capable de savoir combien on en a. Personne ne le sait, à mon avis. Un peu comme quand Couillard est arrivé, notre ami là, qui était président du Conseil du Trésor, là, comment est-ce qu'il s'appelait donc? Martin Coiteux, quand on lui avait demandé combien d'employés, là, il ne savait pas. Là. Il ne savait pas. Fait que, il arrivait, là, lui. Là, personne, c'est incroyable, pouvait dire combien qu'on avait d'employés au gouvernement. Là, c'est la même chose pour les programmes. Les programmes doivent être revus, mais vraiment revus. Pas dire, ce qui arrive, c'est que le sous-ministre va dire à sa gang de gestionnaires, bon, là, révisez vos programmes, puis venez me dire, là, qu'est-ce qu'il y a eu, comment vous avez dépensé, qu'il y a eu. Mais il n'y a pas d'évaluation de résultats. Qui c'est qui va voir après est-ce que l'argent a été investi, ça a créé combien d'emplois? Il n'y en a pas. Donc, c'est ça. Comment qu'on pourrait le faire? Pour partager quelques instants, on voyait abolir. Comment? Oui, le ministère du Tourisme, c'est ça. On fait c'est génial. La nièce, on voit Joël Arsenault en arrière, justement, parlant du loup. On voit la nièce de oui, c'est ça. Parlant de la crevette. Puis on voit la nièce de M. Gilles Proulx. Et là, bon Dieu, Loïc Tassé, c'est sûr. Valérie Plante vient d'implanter une politique sensée. Elle interdit les Airbnb dès la première phrase. On n'a pas lu l'article encore, puis je vais pas le faire non plus, je veux dire, de donner de la substance à cet ignoble personnage. On s'entend que... Comment? Merci de me l'épargner. Oui, c'est ça. On commençait l'article. Un paragraphe était déjà trop. Mais c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a personne dans les médias traditionnels qui a cet effort de dire, parce qu'on ne veut pas non plus se mettre à dos des lecteurs, parce que la plupart de nos lecteurs font partie de ces agences-là, font partie de cette fonction publique extrêmement lourde. Donc, les fonctionnaires comme tels, ils fonctionnent, excusez-moi de répéter, mais avec le système qu'il y a là, tu sais, avec le système qu'il y a là, c'est possible, même si parfois c'est dur là, de les faire changer ou bouger là, quand ils perdent leur fenêtre de bureau, mais je veux dire, ils vont s'acclimater avec un autre modèle, là, mais on n'en veut pas d'autres modèles, on n'y touche pas. Et puis, tu parles des médias, là, ça, c'est une pensée qui m'est venue là, en me réveillant l'autre matin. Là. Je me demandais, là, parce que la tribune de la presse, là,
Je me demandais combien de pays en voyant Trump faire ses points de presse dans son bureau, comme on le voit, là, on voit qu'il y a bien du temps, en tout cas, de faire ses points de presse avec les journalistes devant lui, là, puis nous autres, avec les gens de la tribune de la presse qui sont à côté des ministres. Il faut y avoir été là pour savoir qu'ils sont collés sur les ministres. Ils jasent avec les ministres là, bien en dehors de leur travail. Là. D'ailleurs, pour remonter loin, dans le temps de René Lévesque, on savait qu'il jouait aux cartes avec Normand Girard du Journal de Québec, puis d'autres. Alors, ils prenaient un coup ensemble le soir, puis ça fumait, puis ça jouait aux cartes. Là. Alors, aujourd'hui, c'est plus dans les mœurs, comme on dirait, mais... Ils fument peu, ils jouent pas aux cartes, mais ils se tiennent encore ensemble autour du même verre. Ils se tiennent encore ensemble. Puis moi, je me demandais, parce que je regarde ailleurs, là, on n'en voit pas beaucoup de... On le voit à la tribune de la presse à Ottawa, des journalistes qui courent, qui font des scrums dans les corridors après les politiciens. Ça fait partie d'une pression sur les politiciens, là. C'est pas nécessaire d'avoir, là. Puis en plus, on voit qu'il y en a qui sont habiles, d'autres moins. Je me réfère, je ne reviendrai pas sur la réponse du premier ministre suite à Amazon qui quitte le Québec, là, qui a été complètement... moi, ça, j'en suis pas revenu, là, j'en reviendrai jamais. Mais bon, il se faisait courir dans le corridor oui, il aurait dû être prêt, oui, il aurait dû dire d'autres choses, ça, c'est évident. Mais ils sont souvent sur les talons, puis ils sont très, très proches. La tribune de la presse, là, c'est pratiquement dans le Parlement, là, c'est l'édifice à côté. Alors, ça, c'est une question là, que je ne vois pas dans d'autres régimes. Là. Je regarde les Britanniques, il me semble que je ne vois pas bien de politiciens britanniques qui se font courir après eux autres par des médias d'un corridor. Là, puis quand je vois Trump, là, je vois bien que lui, là, il s'assoit en face de lui, puis quand ça ne fait pas, c'est next. Next. Si tu veux revenir dans ma salle, là, c'est mieux de poser des questions qui ont de l'allure. Je vais revenir un peu surréaliste, quand tu parlais de convention collective des fonctionnaires, surréaliste, ou est-ce qu'il va y avoir un premier ministre ou un gouvernement qui va avoir le courage de réformer la convention collective puis changer le mode de travail des fonctionnaires. Je vais te donner un exemple, puis c'est au fédéral, mais quelqu'un que je connais qui travaille au ministère fédéral, lui, il est dans le même building que les gens des passeports, mais il ne travaillait pas ses passeports. Fait que lui, il voyait les gens des passeports qui n'étaient pas capables, qui étaient débordés, puis lui, il n'avait rien à faire, il se tournait les pouces, puis il ne pouvait pas aider. Y a-t-il une réforme du travail en modifiant la convention collective? Est-ce que c'est réaliste? Monsieur, là, tu poses une bonne question, puis moi, je l'ai vécu personnellement. Au ministère de l'Agriculture, compte tenu qu'il y a beaucoup d'expositions agricoles l'été, puis tout ça, on avait une grosse organisation avec des camions, puis des stands, puis on était très, très organisés, là. On avait des graphistes qui dessinaient les stands, on était vraiment... Mais ça roulait tout l'été, là. On se déplaçait dans toutes les régions, les expositions agricoles, vous connaissez ça, puis tout, là. Mais durant l'hiver, justement, ou à partir de, mettons, du mois d'octobre, là, quand il commence à faire froid, bien, on avait tout ce stock-là, toute la main-d'œuvre, puis tous les camions à la disposition. Fait qu'on avait essayé, le patron de ça, qui était un de mes amis, là, parce qu'on s'entendait, nous, on avait un peu la même approche, il avait voulu proposer à d'autres ministères, donc entre autres, je me rappelle les publications du Québec, qui, eux autres, sont toute l'année, là, ils font des salons, puis tout, pour présenter toutes les publications. Proposer notre stock de stands, nos camions. Fin de non-recevoir. Fin de non-recevoir, non. Non, vous ne viendrez pas vous mêler de nos affaires, vous autres, à l'agriculture, là. Non. Puis ça, moi, j'avais déjà proposé, moi-même, j'aurais été prête à une certaine époque à me faire transférer dans une école, faire des communications pour une école, quand j'avais moins de travail. J'avais assez de temps pour faire ça, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Demande-moi pas pourquoi. Ça, c'est vraiment du blocage. C'est au niveau de la haute fonction publique. T'sais? Puis souvent, ben, mon boss, lui, c'était, mettons, un niveau 3, il s'était adressé à son équivalent dans le ministère, puis il a dit non tout de suite. Donc, il n'y a même pas quelqu'un au-dessus là, qui a pu valider ou pas. Puis ça, c'est pas une préoccupation pour les politiciens. Ils ne comprennent pas ça. Là. Ils ne savent pas ça. C'est pas dans leur rôle de représentation. Pardon? C'est pas dans leur rôle de représentation, donc ils sont éloignés de ils sont ce très, genre très de loin de ça. Là. Ah. Ils sont très, très loin de ça. Très, très loin de ça. Ils sont, eux autres, les ministres sont assis dans le cabinet, puis c'est avec le premier ministre qui interagissent et avec leurs sous-ministres quand ils sont capables de le faire, parce que j'ai vu, pour ne pas le nommer, le célèbre Pierre Paradis, qui, lui, n'adressait plus la parole à son sous-ministre pendant quasiment 1 an, là.
avant qu'ils finissent par enlever le sous-ministre pour qu'ils mettent quelqu'un avec qui il était capable de parler. Alors, tu peux avoir un ministre qui ne parle pas au sous-ministre, là. Pierre Paradis. Ben oui, non, mais effectivement, je sais très bien, mais c'est longtemps, là, 1 an, du ministre et du sous-ministre qui n'ont pas cette communication-là. Pendant ce temps-là, les choses se tournent moins. Là. Oui, ben, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que dans le cas du ministère de l'Agriculture, vous pensez bien que l'UPA, elle appelait le ministre. Elle ne parlait plus au sous-ministre, elle non plus. Puis là, le ministre prenait des engagements, puis il faisait n'importe quoi. Et puis là, tout d'un coup, ça retombait dans la machine, comme on dit. Puis là, le sous-ministre se demandait ça venait d'où, c'est quoi cette affaire-là? On ne peut pas faire ça parce qu'on a déjà fait ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Fait que là, c'était comme bloqué. Puis là, Pierre Paradis, lui, s'enrageait après la machine. Mais oui, c'est sûr, mais il ne parle pas à la machine étant le sous-ministre en titre pour commencer. Là, puis après, ça descend. Alors, tu as tout ça aussi. Donc, de vouloir faire des transferts, ça prendrait une grosse opération où on dit on fait du ménage, on coupe, puis oui, on regarde c'est quoi, quel fonctionnaire pourrait aller aider dans tel autre ministère. En communication, c'est tellement évident. Faire de la communication, tu fais de la communication, là, tu sais. C'est sûr que c'est préférable de comprendre tes dossiers, mais tu peux en aider du monde là, ailleurs. Oui, non, mais oui, ça se ferait, mais il n'y a pas de préoccupation pour ça, là. Donc, les efforts de représentation, le symbole ne veut pas communiquer avec l'utile, comme si, on parle souvent des 3 pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Bon, on parlerait du 4e qui est à peu près à la même hauteur que le premier. Mais s'il y a un 5e pouvoir qui est le système contre le représentant, y a-t-il quelque chose qui, j'allais dire, y a-tu un bas qui blesse? J'allais faire mon Sam Hamad de moi-même. J'allais dire, on n'a pas inventé la roue à 3 boutons. Oui, la roue à 3 boutons. Ouais. Ben, on s'appelle Sam, on mélange nos mots. Écoutez, j'ai juste pas son expérience. J'étais là quand il l'a lâché. Ah oui. À l'étude des crédits. Ouais. Non, mais toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire que la machine pourrait se retourner contre le politicien? Exact. Un petit peu comme si une lutte intestine. Les fonctionnaires n'ont pas cette mentalité-là. Les fonctionnaires, ben, je parle en général, là, c'est pas du monde tout pareil, là, c'est du monde comme vous autres puis moi. Là. Mais le fonctionnaire, le politique, il veut l'avoir le plus loin possible de lui. Puis là, quand il reçoit des commandes du politique par le biais de la machine, par le biais de l'administratif qui n'aime pas, il va sacrer. Il va dire ce calice de ministre-là, ou c'est ça. Mais il ne fera pas d'autre chose. Mais à un moment donné, dans la région de Québec, la température monte. Puis là, le fonctionnaire tanné, il va dire à sa femme, il va le dire à son oncle, à sa tante, à son frère, à sa sœur, puis tout. Puis là, c'est comme ça que le fonctionnaire se venge, je dirais. Ça arrive à un moment donné où que la région de Québec, souvent le monde se demandait le mystère de Québec, c'est quoi? Bien, c'est un peu ça, là. C'est quand le fonctionnaire, il y en a beaucoup, là. Il y en a moins qu'il y en avait. Mais Québec est encore beaucoup une région de fonctionnaires. Quand il naît assez, là, puis que lors des soupers, là, après 2 verres de vin, commence à raconter que le Christ de ministre a fait ci, puis que l'autre a fait ça, puis que là, c'est bien tannant, là, ça fait un effet. Il y a un effet boom, là, avec ça. Il y a un effet de. Et là, c'est souvent là qu'on voit le vote qui change, comme on a vu dans le temps de l'ADQ. Moi, la journée le premier vote à l'ADQ, il y avait bizarrement, il n'y a personne qui a jamais dit qu'il était ADQiste dans mon entourage. Là. 2007, dans ce coin-là? 2007-2008? L'ADQ, c'est en 2007. C'est en 2007 qu'il est venu près d'être majoritaire? Oui. Alors que Charest est minoritaire. Donc, c'est en 2007. Puis dans l'ascenseur, je me rappelle, là, quand on est parti voter parce que les bureaux fermaient à 4 heures, c'était silencieux, là. Silencieux. Puis je me rappelle d'avoir dit à mon conjoint à l'époque, c'est pas là, il y avait une drôle d'atmosphère de la journée du vote. Personne ne parlait. Puis quand le vote est sorti, ben, c'était l'ADQ dans la région de Québec. C'est là que est arrivé nos amis là, qu'on a connus, le Deltel et compagnie, puis Éric Kerr, je pense. Là, fait que c'est un peu comme ça qu'ils agissent. Donc, pour répondre à ta question, pour se liguer contre, non. Mais il peut y avoir des situations où les professionnels, entre autres, qui ont vraiment plus le pouvoir, sont proches des gestionnaires, puis qu'il y a de la pression sur le sous-ministre, là, regarde, on ne veut plus faire ça. Comme les chèques, l'exemple des chèques que je vous ai donné tantôt, là. À se faire engueuler, là, nous autres, par des entreprises qui n'ont pas eu le chèque alors qu'on sait qu'on l'a émis depuis 2 mois, le chèque, puis qui est encore sur son bureau, là. Puis là, tu commences à prononcer un mot qu'il n'aime pas trop entendre. Syndicat. Syndicat. Ouais, parle à mon syndicat. OK.
On l'a Là, vu un petit peu aussi. il avait agi, le sous-ministre avait agi, là. Tu sais, puis dans un cas de même. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est pas fréquent. On l'a vu un petit peu avec le pont Pierre-Laporte pendant la grève des ingénieurs du MTQ. Par hasard, il y a un rapport qui sort comme quoi que le pont Pierre-Laporte est fini. Par hasard. Oui, c'est ça. Ça, c'est quand ça sort par hasard. Puis là, maintenant, tu as beaucoup plus de whistleblowers, comme on dit, là, avec les journalistes. Mais c'est toujours une arme à deux tranchants, il faut faire attention. Là, parce que souvent, tu as un rapport, mais si vous êtes 2-3 à l'avoir, là, ça va vite que ça se retourne contre toi. Regarde avec la FTQ ce qui est en train de se passer. Là. Ils font la chasse à ceux-là qui ont publié les factures. Fait que, je ne sais pas c'est qui s'occupe des finances là, puis qui s'occupe des remboursements de factures, mais qui c'est qui peut pas avoir le même endosseur. à part de ça, tu sais. Ah oui, c'est pas le même endosseur. J'ai une question pour vous. Dans le contexte, bon, je sais que c'est peut-être pas dans votre champ de compétence, on a toutes des idées politiques, mais essentiellement que, bon, il y a trop de programmes. Est-ce que au banc de ça, il y a trop de commissions au Québec? Est-ce qu'on a la commissionnite facile au Québec? Bien, souvent, les commissions, ça va servir à pelleter le problème par en avant. Là. Quand on n'a pas de solution, on va dire on envoie ça à une commission, sans compter qu'on a toutes les commissions parlementaires, mais tu as d'autres commissions, comme là, celle-là sur le constitutionnel là, qu'on a vu avec Sébastien Proulx puis Guillaume Rousseau, là, qui ont fait une espèce de commission qu'ils ont eu, puis ils ont sorti leur rapport. Là. Ce rapport-là ne sera pas tabletté, en tout cas, certainement pas au complet, là, parce que la CAQ va arriver avec un projet de constitution. Oui, quand ils n'ont pas de solution. Mais je ne peux pas dire que j'ai remarqué que la CAQ en faisait tant que ça des commissions. Parce que tu as des commissions parlementaires où tu peux débattre des sujets là, en dehors des caméras. Puis, bon, les journalistes y vont des fois, là, mais ils ne sont pas toujours présents là parce que c'est souvent technique. Là. Ils ne sont pas présents d'esprit non plus, même s'ils sont présents physiquement, ça c'est autre chose. Mais pour ça, il faut qu'un journaliste soit présent d'esprit, il faut qu'il lise au moins son rapport, il faut qu'il se documente. Il faut qu'il soit intéressé. C'est comme à l'étude des crédits. Là, ça, c'est une autre chose qui devrait être complètement réformée et que la CAQ s'est engagée à réformer et qu'elle n'a pas fait. Ça, là, l'étude des crédits, c'est épouvantable. D'abord, l'énergie que ça demande de tout le personnel de la fonction publique, là, non pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais quand tu revois à chaque année les mêmes questions de l'opposition avec la même faute de français tout le temps, puis que toi, tu es obligé de répondre tout le temps la même affaire, tout le temps, que tu vois ça pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, bien, c'est là aussi qu'on devient cynique là, comme employé. Là, ça devait être revu parce qu'aucune de ces fiches-là qu'ils nous envoient, l'opposition, quand tu es le gouvernement au pouvoir, aucune de ces fiches-là, ils ne les lisent. Ils arrivent en commission parlementaire à l'étude des crédits avec leurs idées déjà faites de gros dossiers, comme on avait vu, par exemple, André Fortin avec le ministre de la Santé, Dubé, à propos, il a téléphoné devant lui là, pour avoir un rendez-vous, puis tout. Ça, il y avait ça dans la tête. Il n'a pas lu les fiches du ministère. Là, fait que ça, c'est un travail absolument inutile. Une autre affaire inutile. Parle-nous-en justement des études de crédit. Parce que dans mon cas, je sais à quoi ça sert, je l'ai déjà vu aller. Mais je pense que c'est pas tout le monde derrière Patreon qui comprend l'utilité, ou du moins l'utilité théorique de l'étude des crédits. Oui. Ben, l'étude de crédit, c'est fait pour vérifier qu'est-ce que ton ministre a fait, qu'est-ce que le ministère a fait avec l'argent qui y était donné. Alors, c'est pour ça qu'il y a tant que le fonctionnaire remplit tant de rapports. Et il va dire, là, mettons, je prends mon exemple, là, la promotion des produits québécois. Qu'est-ce que vous avez fait là-dedans? Fait que moi, je vais préparer ma fiche. Là. C'est des fiches 8,5, 14 normalement. Là. Ça peut avoir 2 pages, 3 pages, dépendamment du programme. Je vais dire, on a donné X subventions à telle personne, on a fait ci, on a fait ça. On a fait une campagne de publicité. Moi, j'avais fait faire un sondage dans notre ami Léger pour voir qu'est-ce qui faisait que les gens achetaient produits québécois ou pas. C'était toujours le prix, pour dire. Donc, ça, on met ça. Moi, je mets ça dans le cahier. Mes autres collègues mettent leur autre affaire dans le cahier. Puis là, normalement, les oppositions regardent ça, mais ils ne le font pas. C'est ça que je viens de te dire, ils ne le font pratiquement pas. Alors, il peut arriver, moi, j'ai déjà vu qu'on s'est fait pincer au ministère pour avoir payé avoir payé un clown pour venir faire quelque chose là, auprès des employés. Et là, je peux vous dire
Parce qu'il y a tout un scénario là-dedans. Là. Moi, j'étais au 200 chemin Sainte-Foy. Là, les sous-ministres partent avec des grosses valises. Là. Des valises, ça, c'est à peu près 10-15 pouces d'épais. Tout le monde prend des taxis, tout le monde ensemble, là, tout le monde s'en va à l'Assemblée nationale. Puis là, c'est la journée de l'agriculture. Et là, normalement, ils ne reviennent pas le midi. Là, ils vont manger entre eux autres avec le ministre. Mais ce midi-là, l'affaire des clowns, mettons que ça a rentré, ça n'a pas été long au ministère et que là, le sous-ministre était en ce qu'on pense, là. Et mettons que son adjoint courait pour avoir la réponse. Pourquoi qu'on a payé ça, quand ça, puis tout, là. Ça peut arriver. Il y a d'autres affaires aussi qui sont arrivées, là, où là, l'opposition va mettre le doigt sur une niaiserie qui fait mal. Comprenez-vous? Alors, ça arrive. Ou encore, l'opposition va décider, comme dans le cas d'André Fortin, c'était le meilleur exemple, de faire une démonstration au ministre. Regarde, j'appelle où tu me dis d'appeler, là, SOS Santé, SOS ou le 811 là, pour avoir un rendez-vous. Regarde, tu viens de me dire d'appeler là. Regarde, là, j'appelle. Il l'a fait à Défense des crédits. Moi, je l'avais trouvé bon. Elle avait trouvé que c'était bon. C'était concret, en tout cas. Concret, c'est ça. Tu parlais qu'il y avait énormément de programmes au Québec au point qu'on ne savait pas le nombre qu'on avait. De ta souvenance, quels sont les programmes qu'on a encore aujourd'hui que tu juges qui sont trop? Hey, écoute, je ne pourrais pas te le dire. Là. Mettons 2-3. Ben, écoute, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve, là, tu sais, je ne les ai pas, les programmes devant moi, puis il n'y a personne qui fait l'exercice, mais d'abord, il faut regarder leur utilité. Là, tu sais, je ne pourrais pas te dire tel programme. Le gros des programmes est au ministère de l'Économie, on s'entend, là, que c'est là que les subventions sortent. Là, on le voit, là, que ce soit des petites affaires ou des grosses affaires. Et au Québec, on voit que les programmes de l'innovation, ben, on en paye le prix là, avec ce qui se passe avec les Américains. Pour innover dans les entreprises, on n'a pas d'effort là-dessus. Là. Fait que moi, au MAPAC, je ne sais pas ce qui reste. Il faudrait que je regarde comment ils se sont ajustés, comment ils ont. T'avoue que c'est pas. J'ai pas regardé ça. Mais j'ai toujours espoir que quelqu'un un jour regarde ça. Mais écoute, là, ça prend de la main-d'œuvre. Il y avait eu un effort en 2015 sous Philippe Couillard de faire une forme de commission permanente de révision des programmes. Il avait commencé à sortir quelques petits rapports à gauche, à droite, entre autres sur le ministère de l'Éducation, qui était quand même intéressant. Mais aussitôt que Couillard est parti, ça a été coupé par la suite par la CAQ. Et là, tout bonnement, il parle « Ah oui, il faudrait qu'on fasse ça. » Tu sais, ce qu'on a aboli, sans le dire, en 2018, quand on est rentré en poste, mais on le ramènerait en 2025, ça a peut-être une utilité. Oui, c'est ça, mais n'oublie pas que quand tu commences à jouer d'un programme, là, il y a toutes sortes de petites bébites qui s'agitent, là, dépendamment de qui ça touche, là. Tu sais, si tu coupes un programme à l'agriculture, ben, ça t'a l'UPA sur le dos, là. Puis ils sortent d'un média, puis là, les médias rapportent exactement ce que l'UPA a dit comme étant vérité. Ça, je l'ai tweeté aussi, là, il n'y a pas longtemps. Tu sais, alors, la boucle est bouclée, là. Le gouvernement veut couper. Non, tu ne couperas pas. L'UPA va dire aux médias à quel point c'est mauvais. Alors là, le média lui dit, l'UPA dit que c'est mauvais. Donc, le gouvernement ment. Puis le gouvernement, présentement, dans les coupures, là, c'est difficile à comprendre, là, mais une des choses que faisait notre ami Dubé en santé, c'était qu'il coupait des postes de jour pour les forcer à travailler le soir puis les fins de semaine. Il ouvrait d'autres postes. Ça, jamais qu'on l'a entendu. Puis je reproche même à Dubé de ne pas avoir été assez clair là-dessus. Oui, Mme Chose, là, qui est allée broyer à la télévision, elle était dans un CLSC. Son poste était coupé, mais elle peut appliquer, mettons, à l'hôpital ou au CHU sur un poste de soir. Elle ne veut pas. Mais là, des infirmières de jour, là, il y en a beaucoup. Mais c'est ça la souplesse qu'il a demandé dans la convention collective, là, puis que ça a été si dur avec les infirmières. Alors, est-ce qu'il a fait une coupure? Oui, si tu mets du point de vue du CLSC, mais s'il veut que les salles d'opération rouvrent là, plus tard que 3 heures de l'après-midi, ça n'empêche des infirmières là, qui vont travailler de 4 à minuit, je ne sais pas trop, là, de 4 qui vont faire un 8 heures. Là. De l'autre côté, ils se sont coupés des agences privées qui venaient combler, dans plusieurs cas, justement, des rôles de soir et des rôles de nuit. Je connais personnellement les infirmières qui faisaient le choix de rentrer de soir et de nuit avec les agences parce qu'ils étaient capables de dire, écoute, je suis disponible telle semaine, ça me dérange pas d'aller carrément en Gaspésie pendant une semaine de temps. Je vais faire des 16 heures s'il faut, je m'en fous. Mais après ça, je retourne chez nous pendant une semaine puis je veux pas qu'on m'appelle.
Oui, c'est ça. Dans Mais ça, Gaspésie, il les est agences capable d'avoir privées, stationné. ouais, ça a fait partie de sa déclaration quand il a dit on va pratiquement dit on va fermer le privé. Là. Legault l'a recentré un peu, là. Mais évidemment, on n'est pas. Tu sais, j'en parle souvent avec mon amie Joanne, là, vous connaissez. On va toujours garder le modèle. Là. Nous autres, on est des espèces de bébites à part. Là. Le modèle va toujours rester là, mais on va être mort, puis les enfants des enfants. Je pense que ça va être encore ce modèle-là. Là. Le modèle de le privé, c'est mauvais, c'est péché, puis l'argent aussi, puis ça va rester comme ça. Et on ne voit pas de volonté d'aucun politicien, à part d'Éric, avec le PCQ, de changer quoi que ce soit. Là. On n'en voit pas. Moi, donc, il y a un ton différent, Denis Julien, France Gagnon, sur l'espoir, ou du moins le réalisme, l'optimisme. J'avais Denis Julien en disant, bon, ben, on va toujours rester dans le même modèle. Ben, je crois pas. Ben, Denis disait justement que les générations allaient peut-être changer leur fusil d'épaule, puisqu'on ne répéterait pas, du moins à moyen terme, les erreurs du passé. Là, là j'étais plein d'espoir avec Denis, mais là, oui, mais regarde, les générations, je veux bien, là, mais ça existe, là, notre modèle, depuis les années, mettons, 65, 70, il y a quelques générations qui sont passées. Puis moi, je trouve que il s'habitue à ce système-là. Puis c'est un système de gouvernement, comme elle dit Joanne. Donc, pourquoi, toi, comment enlever quelque chose à quelqu'un là, qui fait son affaire? Tu sais, essaye ça au nom du bien-être collectif, là, toi, là, ben, garde, tu n'auras plus ça, là, tu sais, ça n'existera plus comme au fédéral, là, j'ai bien hâte de voir notre ami Poilievre, là, le programme des soins dentaires. On n'avait pas avant, là, les petits vieux, là, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire avec leurs dents, là, tu sais, puis, ben là, va donc leur enlever ça, là, va donc dire aux petits vieux, là, non, un coup que c'est fait, là, c'est comme cané, c'est comme bloqué dans le ciment. La seule affaire que tu peux faire, quasiment en catimini, c'est de baisser les niveaux. Là, de dire, ben là, on payait X%, on va payer moins, puis on va payer moins, puis on va payer moins. T'sais. Mais là, ça prend du temps à faire ça. Puis ça, tu peux payer un gros prix politique pour ça. Là. En tout cas, Denis est optimiste, là, monsieur le Punicheur, mais. Monsieur le Punicheur, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau, hein, monsieur le Punicheur. Le Punicheur. Ouais, ouais. Ah. Mais ça te donne un peu d'espoir ou pas pantoute, là. L'image de Francis ici avec sa campagne fictive de Mick de PLQ libéral again. Est-ce qu'on va finalement avoir du libéralisme au PLQ ou c'est un vœu pieux? Non, il n'y en aura pas. Je suis plate, hein? Je m'excuse d'être plate, mais je vois rien qui ressemble à ça. Ben je là, vois rien qui ressemble à ça. J'ai eu un Oui. C'est ça, Serge avait dans sa pensée un texte 8,5 par 11, 2 barres, simple interligne, à raison que vous aviez dit oui. Mais là, étant donné que vous avez dit non, ça vient d'enlever toute la possibilité. Excusez-moi, non, pas pertinent. Je ne veux pas vous enlever d'espoir, là, vous êtes plus jeune que moi, là, mais quand même, continuez à On n'avait déjà pas. Mais, je les regarde aller, là, ben, d'abord, je me souviens, pauvre Charles Milliard, je l'avais rencontré au Congrès des libéraux en novembre dernier, puis il m'avait paru très, très allumé, très correct, je pense qu'il l'est aussi. Oh, on a perdu le son. On ne t'entend plus, France. Il semble qu'on a perdu France pour l'instant. Oh. France, tu nous entends? Est-ce que tu peux rafraîchir ta page? Donc, les auditeurs, comme on vous a déjà dit, on ne fait pas de montage. Donc, on s'en excuse. On garde ça le plus authentique possible. Je vais essayer de combler le temps un peu, mais tu sais, comme Serge en a parlé un petit peu. Elle va revenir. Oh, voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Voilà. Oui. De retour. Je vous attends pas. On va juste continuer que j'allais dire pour meubler le temps pendant ton départ, France. Ouais. Comme Serge disait, je mène une campagne fictive à la chefferie du Parti libéral du Québec sur X. Je m'amuse beaucoup à faire des communiqués de presse. J'en ai retweeté de tes choses, ouais. Ouais. Puis ce qui me rend triste, c'est que ma campagne est quasiment meilleure que la leur. Oui. C'est triste.
C'est pas difficile, mais en même temps, tes standards de qualité. Je te dirais, peut-être pour s'encourager un peu, ils sont dans une campagne de séduction des jeunes, là, tu sais, parce que les jeunes comptent pour 3 fois le vote, là, fait qu'ils veulent séduire les jeunes, puis les jeunes, ben malheureusement, ne sont pas dans le libéralisme, ils sont vraiment plus dans du centre-gauche climatique. Ils voulaient socialiser le logement. Hein? Ils voulaient socialiser le logement il y a quelques années. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai eu une invitation là, pour aller à son événement de financement à Pablo à Québec là, au mois de février. Ça coûte 500 $ par personne. Bon. Mais les jeunes en bas de 25 ans, c'est gratos. C'est gratuit. OK? C'est que ça te donne une idée, là, à cause de leur mode de votation, qui est un vote d'une vieille comme moi, c'est les jeunes votent 3 fois quasiment. Là, tu sais, c'est plus du double. Là. Fait qu'ils ramassent des jeunes, puis pour ramasser des jeunes, ben, ça prend ça. Sauf que pour venir en élection, par exemple, là, je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'ils vont être les 4 à la même place. Les 4 vont être à la même place. Comment tu vas faire un débat politique avec ça? Ça va être sur des petites pineries, là. Oh, ben, toi, là, telle affaire, t'as enlevé ça. Puis, tu sais, ça ne sera jamais sur une revisiter le modèle québécois. Jamais. Jamais. Moi, je l'ai dit, là, on se part un téléthon, on ramasse le 10 000 $, puis on transforme la campagne en français en vraie campagne. Écoute, France, t'es sûrement capable de me ramasser les 750 signatures à toi toute seule. T'aurais dû te présenter. T'aurais pu te présenter à la chefferie, mais ça prenait de l'argent et des signatures. Je vais dire, comme j'ai dit à mes 2 collègues, j'avais peur d'être élu. T'avais peur à la télé? J'avais peur d'être choisi. De le faire pour la gag, c'est une chose. Mais tu sais, j'avais peur d'être vu que je suis le seul outsider. Ben d'avoir justement les vieux libéraux, ceux qui sont réellement libéraux au parti. J'avais peur d'avoir trop d'appui de leur côté et que ça me pousse dans la course, alors que je veux juste faire une joke. Mais les vieux libéraux, présentement, je peux te le dire où ils sont, parce que j'ai des connexions, ils sont avec Pablo. Ouais. Rodriguez, si on a une élection référendaire, si le PQ continue à être devant la CAQ comme c'est là, puis la CAQ remonte pas ou descend, même, on va avoir une élection référendaire. Ça veut dire qu'on a besoin d'un capitaine Canada, puis ça va être Pablo. Pour tous les libéraux, c'est Pablo qui va être le meilleur capitaine Canada. La République laurentienne va donc écoute, on fait un désespoir. On serait capable d'avoir peut-être avoir une entente de libre-échange Argentine-Québec à cause que le dirigeant québécois serait de descendance argentine. Oui. Oui, Pablo. Pablo, il est d'Argentin, je pense. Oui. Exact, il vient de l'Argentine à la base. Ouais, tant que mes empanadas puis mon maté coûte pas cher, ça va on pourrait y présenter Javier Méli. On pourrait y présenter Javier Méli, c'est ça, là. Hein? Javier Méli. Javier Méli. Oui, on peut rêver. On peut rêver. Ouais. Bon, ben écoutez, les garçons, on fait quand même 2h moins 10, plus qu'une heure qu'on est là. Hein? Exactement. C'est pas quelque chose à 2h30, là. Fait que, on va devoir se laisser, à moins que vous ayez une question qui fait mal. Là. Écoute, j'ai pas jamais mal. Pas de question qui tue. Écoute, je te laisserai le mot de la fin, ma chère France. Puis vraiment, la liberté absolue. Là. Liberté absolue, oui. Ah, oui, non, mais c'est sûr. Là. Est-ce que je vais parler des tarifs? Ben, je pense que je l'ai dit. Trump, je veux dire, c'est vraiment dérangé. Là. Il y a une partie du cerveau qui est un peu pas mal dérangée pour partir une guerre avec nous autres, avec le Canada. Mais le Canada étant ce qu'il est sous Trudeau, ben, on n'est pas dans notre meilleure position pour affronter ça. Encore moins le Québec, même. Quoique le déficit au fédéral est plus fort que celui du Québec, toute proportion gardée. Même si ici, on a 11 milliards fédéral, il reste qui est quand même aussi assez important. Mais je ne sais pas comment on va se tirer de ça. Et quand j'ai vu à matin les séances de boycottage là, de tout le monde là, qui est même de Dimitri Soudas et de gens des conservateurs qui se tirent là-dessus pour boycotter, qui ne semblent même pas comprendre qu'ils boycottent. Là. La petite fille qui travaille au Starbucks, moi, pas loin d'ici, j'y en veux pas. Là. Et puis, c'est malheureux, là, mais les Québécois ne seront pas capables encore de faire la part des choses là-dedans, puis ils ne comprendront pas qu'avec notre système socialiste par rapport aux subventions, puis que
On est faible devant une attaque comme ça. Même chose pour Ottawa. Alors, à Ottawa, au moins, on a une lueur d'espoir avec Poilievre, qui malheureusement va rentrer dans une situation très mauvaise, qui va l'empêcher de faire des choses, à mon avis, parce qu'il va être concentré sur cette histoire de tarifs-là, pas fini. Puis nous autres au Québec, ben, comme je t'ai dit, on va avoir 4 partis qui vont dire la même affaire. Alors, je dirais qu'Éric Duhaime a quand même une occasion là de prendre le bâton et d'essayer d'aller un peu plus loin et je dirais, de formater son discours par rapport à ce qui se passe là. Parce qu'il y a beaucoup de points qu'Éric a soulevés qui concernent ce qui se passe avec les tarifs là, par rapport au Québec et à Trudeau aussi. Là. Alors, on dirait qu'on a espoir dans le PCQ qui pourrait avoir un discours différent, en espérant qu'Éric va être dans les débats lors des prochaines élections. Là. Alors, un petit mot d'espoir, parce que je n'en vois pas d'autres. Les amis libéraux, malheureusement. Pour persister dans votre mot de la fin, parce qu'on n'a pas été non généreux envers le PQ, qui va être le prochain gouvernement au pouvoir majoritaire à 124 contre 1, puis ça va être Éric Duhaime. Et là, il va y avoir le référendum gagnant avec 51 pour le oui, 49 pour le non. Okay. La République socialiste de Laurentides va poindre dans le fond et on va devenir la Cuba du Nord. Alors, j'essaie de vous craquer pour que... J'essaie de me craquer, mais moi, je ne suis pas aussi sûre que ça de toi que le PQ. Là. Moi, je pense qu'à la prochaine élection, il va y avoir un gouvernement minoritaire si les libéraux font la moindre percée. C'est ça qui reste à regarder. Là. Après l'élection de Rodriguez, comment il va se comporter? Il va-tu ramasser des votes dans la région de Québec, entre autres? Ça pourrait faire mal au PQ et amener un gouvernement minoritaire, ce qui permettrait un rebrassage des cartes. Là. Autant à la CAQ. La CAQ va-tu résister assez pour continuer à exister? On verra. Mais non, mes amis péquistes, là, écoute, c'est tellement épouvantable. Là. C'est tellement épouvantable. C'est la gauche nationaliste, fermée sur elle. Puis c'est la ceinture fléchée. On est encore là. On voit beaucoup de commentaires. Là. Un matin, je voyais qu'il y a une école. Là, ils disent que ce n'est pas une bonne école parce que Félix Leclerc n'est pas connu. OK, c'est beau. C'est beau, les amis. Regarde, Félix, ils ne connaissent pas Félix Leclerc. Ils ne connaissent peut-être pas non plus, je ne sais pas, moi, là, l'histoire de la ceinture fléchée, d'où ça vient, puis pourquoi. Fait que moi, ça m'écœure au plus haut point, là, parce que on revient en arrière. Toujours avec le Patriote en 1800, là, qui n'a pendu un. Puis, oui, on revient en arrière. La décroissance, l'écologie, on n'a pas besoin de Québec solidaire au gouvernement parce qu'ils sont tous rendus verts au lieu d'être bleu clair. On est loin de l'ADQ en motadine. Ouais. Et là, on veut couper l'orange, le sirop d'érable. Les oranges, on n'a plus besoin. Moi, quand j'étais jeune, les oranges. Le discours sur le patriotisme, hein, c'est avec les patriotes là, de 1800, puis ils sont battus, puis ils ne sont pas battus, puis c'est nos ancêtres qui nous ont sauvés. Moi, là, vraiment, je ne suis pas capable. Non, ça, je ne digère pas ça. Là. Mais je suis certaine, on va le voir aller durant la campagne électorale, qu'il va faire attention à ça. Plamondon, c'est un gars intelligent, il ne faut pas le sous-estimer. C'est un gars intelligent. Alors là-dessus, sur ces belles paroles pour M. Plamondon, je vous dirais bonjour les amis. Bye-bye. Merci. Un grand plaisir d'avoir partagé cette plaisir d'être avec vous autres. Salut. À la prochaine. Bye bye. Salut. Je vous flush. Partir. Ah, c'est là, partir. Non, ça fait Attends une minute. Moi, je ne pèse pas sur end recording encore, même pas. Il n'y a aucun. Écoutez, ce fut un agréable plaisir avec France. On aurait pris pendant 3 heures encore. Il est juste 1h28. Moi, j'ai eu l'impression que c'était 20 minutes. Pas parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, parce qu'on en avait vraiment besoin. Je ne pense pas de toute façon, mais nos réflexions. En tout cas, est-ce que ça vous a donné plus d'espoir? Est-ce que ça vous a enlevé? Ou est-ce que ça vous a raccroché à une forme de réalisme? Bon, je pense qu'on va continuer à converser avec France sur les réseaux sociaux. Exact, c'était 2 podcasts très différents, Denis et France. D'espoir et de raison. Ouais, exactement. Un est dans le réalisme et l'autre est dans l'espoir et l'optimisme. Ouais.
Sur Ça, ce, je pense. bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne fin de journée, puis bonne semaine. Bye bye. Bye.